Un soleil ardent pèse sur les épaules, la sueur coule sur le visage sous le lourd casque, les bottes s'enfoncent dans la poussière de la route. Derrière eux, 40 km de marche avec une charge de près de 40 kg. Et tout cela pour, quelques heures plus tard, construire une ville. Oui, pas une métaphore, mais un véritable camp fortifié, avec des rues, des murs, un fossé et des tours. 4 heures. Après une journée entière de marche exténuante. Comment y parvenaient-ils ? Et pourquoi est-ce précisément dans cette routine que réside leur plus grand secret ? Polybe écrivait que les Romains installaient leur camp avec une telle précision, comme s'ils érigeaient une ville pour une habitation éternelle. Mais cette ville devait disparaître dès le lendemain matin, comme un mirage dans la poussière de la guerre. Chaque jour, une nouvelle marche, un nouveau camp. Des centaines d'identiques, mesurés au pas jusqu'au dernier coude. Tu entends des coups sourds, du fer contre la terre. Ce n'est pas le bruit du combat, c'est la musique de la discipline. Devant les yeux, des milliers d'hommes qui se meuvent comme un organisme unique. Ils savent, tant qu'il n'y aura pas de camp, pas de repos, pas de nourriture, pas de sommeil. Chacun d'eux porte non seulement des armes, mais aussi des outils. Des pelles, des houes, des pieux, des anneaux en bois pour les tentes. Ce ne sont pas des soldats au sens habituel. Ce sont des ingénieurs avec des épées. Une armée qui pouvait ériger une forteresse plus vite que l'ennemi n'avait le temps d'approcher. Ce rituel quotidien s'appelait castra, un mot d'où proviendront plus tard les noms de dizaines de villes d'Europe. Manchester, Lancaster, Gloucester. Castra, ce n'est pas juste un camp, c'est le symbole de l'ordre romain, incarné dans la terre et la sueur. Imagine la ligne d'horizon, où le soleil se couche lentement derrière les collines, et sur la plaine commence à naître une ville fantôme. Sans pierre, sans chaux, seulement de bois et de sueur. Les rues s'étirent sous les coups mesurés des pelles. Le fossé se remplit d'obscurité. Les feux de camp s'allument aux endroits strictement désignés. Les historiens débattent encore de ce qui impressionnait le plus, la vitesse ou la précision. Chaque camp était construit selon un seul plan, avec la même minutie qu'un architecte dessine un temple. D'abord, un emplacement était choisi. Plat, non loin de l'eau, avec une vue dégagée de tous les côtés. Le légat, commandant de la Légion, était responsable de cette procédure. Sa décision pouvait signifier la vie ou la mort de milliers de personnes. Après le choix de l'emplacement, au signal de la trompette, les légionnaires se mettaient au travail. L'avant-garde, l'antécursor, ce qui signifie « celui qui marche en avant », délimitait le territoire à l'aide de perches de mesure. Chaque parcelle, de la tente à la rue, avait des dimensions précises. Ainsi commençait la construction d'une ville qui, au matin, devait disparaître. Les archéologues ont trouvé des traces de tels camps de la Bretagne à la Syrie, des carrés de terre réguliers, des empreintes de feux de camp, des vestiges de fossés et de portes. Partout, c'était la même chose. Comme si la terre elle-même avait gardé la mémoire de leurs pas. Et quand on regarde ces traces 2000 ans plus tard, on se demande involontairement qu'est-ce qui poussait ces hommes, fatigués, affamés, épuisés par la route, à ériger des murs chaque soir, encore et encore. Qu'est-ce qui était plus fort que la fatigue ? La peur, la discipline ou la foi en Rome. Mais avant de comprendre cela, il faut voir ce avec quoi ils devaient précisément affronter la nature elle-même. La journée du légionnaire romain ne commençait pas avec l'aube, mais avec la trompette. Un son rude et métallique déchirait le sommeil. Et quelques minutes plus tard, des centaines d'hommes se tenaient en rang, comme un mécanisme unique. Ils portaient sur eux non seulement l'épée et le bouclier, mais aussi toute une maison. L'équipement du légionnaire pesait près de 40 kg. Armure, casque, 2 lances, une marmite, des pieux pour les fortifications, de la nourriture pour 3 jours, des outils et des pieux en bois pour les murs du camp. Végès écrivait « Un soldat qui ne sait pas creuser n'est pas digne de l'épée ». Les Romains croyaient « Une forteresse naît de la sueur, non de l'acier ». Ces hommes se nommaient les Muli Mariani, les mulets de Marius. Ainsi, en l'honneur du consul Caius Marius, qui avait un jour ordonné aux soldats de porter eux-mêmes leurs charges afin de rendre l'armée plus mobile. Et maintenant, chaque légionnaire n'était pas seulement un guerrier, mais une forteresse mobile. Sous le poids de la charge, les dos pliaient, mais personne ne se plaignait. Soupire pas, soupire pas. 40 km par jour, ce n'est pas une marche, c'est une punition par le temps. La route traversait la poussière, la pluie, la chaleur torride, les marais. Et pourtant, l'ordre était maintenu. Devant marchaient les éclaireurs, les exploratores. Leurs yeux cherchaient l'eau, un abri, l'ennemi. Derrière eux, la colonne en formation stricte. Le centurion, une baguette à la main, surveillait chaque pas. Un seul mot,
et la baguette s'abattait sur l'épaule de celui qui perdait le rythme. La peur de la honte était plus forte que la fatigue. Au signal de la trompette, la colonne s'arrêtait. Pas de repos, le temps du choix. Le légat, entouré de tribuns et d'ingénieurs, inspectait le terrain. Trop d'herbe, elle pourrait brûler. Trop près de l'eau, danger d'inondation. Polybe notait que les Romains choisissent un emplacement non par commodité, mais par avantage stratégique. La décision était prise instantanément. Alors, un nouvel ordre retentissait. Des rangs sortaient les soldats munis d'outils. Les fossors, les terrassiers. Ce mot venait du latin fossa, fossé. Ils commençaient les premiers, traçant les lignes du futur camp. De leur précision dépendait tout. Où seraient les portes? Où serait creusé le fossé? Où seraient plantés les étendards? Les étendards, d'ailleurs, ne se contentaient pas d'embellir le camp. Ils en étaient le cœur. À leur emplacement était construit le Principia, le quartier général, où étaient conservés les symboles de la Légion et où se trouvait la tente du légat. On peut dire que le camp grandissait autour de ce noyau sacré, comme le corps autour du cœur. Une fois le tracé terminé, commençait un travail qui faisait trembler la terre. On creusait un fossé, d'environ 1,5 m de profondeur et jusqu'à 3 mètres de large. La terre était jetée à l'intérieur, créant un remblai sur lequel des pieux étaient enfoncés. Cette barrière s'appelait le vallum. Elle n'était pas construite pour la beauté, elle devait arrêter la cavalerie ennemie. La nuit, des sentinelles, les vigiles, étaient postés sur le vallum. Leur tâche n'était pas seulement la garde, mais le silence. Lors de fouilles en Allemagne, les archéologues ont trouvé les vestiges d'un camp construit selon ce principe. Même 2000 ans plus tard, les lignes des fossés étaient si droites qu'on aurait pu les confondre avec une grille géométrique moderne. Tout était mesuré au coude près, au pas près. La vitesse était stupéfiante. 10 000 hommes pouvaient ériger un camp en moins de 4 heures. Chacun connaissait sa section, son pas, son outil. Personne ne perdait de temps à parler. C'était un travail où une erreur coûtait la vie. Les centurions vérifiaient les angles et les distances, comme des ingénieurs sur un chantier de pont. Les commandants des convois s'assuraient que les tentes et les chariots étaient strictement dans leur carré. Tout obéissait à un rythme unique, que les Romains appelaient ordo, l'ordre. Cet ordre ne se contentait pas de simplifier la vie, il créait le sentiment que le monde entier pouvait être ordonné. Quand les tentes des légionnaires s'élevaient en rang, le camp s'animait. Au centre, l'emplacement du quartier général et de l'hôtel pour les dieux. À côté, la cuisine de campagne, où les marmites fumaient. Dans l'air se mêlaient les odeurs de feu de camp, d'huile et de fer. Les cris des centurions résonnaient par-dessus le cliquetis des pelles. Tout autour, comme un immense organisme où chaque cellule connaissait sa place. Mais même dans cette routine, il y avait son rituel de fierté. Quand le vallum et le fossé étaient terminés, la première torche était plantée à l'entrée du camp. Signe que la ville était prête. C'était leur triomphe quotidien. Peut-être pas à Rome, mais pour elle. Et dans cette clarté mécanique, dans cette répétition épuisante, naissait quelque chose de plus que la simple sécurité. Les Romains créaient l'ordre là où régnait le chaos. Chaque camp n'était pas seulement un abri temporaire, mais une affirmation de pouvoir, un symbole que Rome était là, même pour une seule nuit. Mais pour comprendre comment cet ordre se maintenait sous la pression de la fatigue et de la peur, il faut voir ce qui se passait lorsque le soleil disparaissait derrière l'horizon et que le camp commençait à vivre sa vie nocturne. Quand le dernier rayon de soleil s'éteignait au-dessus du vallum, la Légion s'immergeait dans le rituel de la nuit. L'air s'épaississait de la fumée des feux de camp, de l'odeur du vin bouillant et de l'huile. Le vent agitait les toiles des tentes, où les soldats déposaient leurs armes et desserraient les courroies de leurs épaules endolories. Ils savaient, la nuit n'était pas un repos, mais une partie du service. Car le camp n'était pas une forteresse tant que les sentinelles n'étaient pas postées, et c'est d'elles que dépendait le réveil de Rome le lendemain. Chaque soir, le centurion désignait les gardes, les vigiles. Ils étaient choisis non pas pour leur rang, mais pour leur endurance et leur vigilance. La première chose qu'ils faisaient était de prêter serment de silence. Dans un camp nocturne, le moindre son pouvait tuer. Quand l'obscurité tombait, leurs silhouettes se dissolvaient entre le fossé et le mur comme des ombres. Ils portaient des torches, mais s'efforçaient de ne pas les lever haut, afin de ne pas révéler l'emplacement du camp. Seul un faible scintillement de lumière arrachait à l'obscurité les lances acérées et les reflets sur les casques. Les Romains appelaient le service de nuit les vigiliae. 4 veilles de garde, chacune durant environ 3 heures. La première commençait juste après le coucher du soleil, la dernière se terminait avant l'aube. Quand la trompette annonçait le changement de garde, le camp semblait respirer. Une vague de fatigue en remplaçait une autre. Le silence et le bruit des pas étaient les seuls sons.
Polybe notait « Aucune nation n'observe le silence dans un camp comme les Romains. Au centre du camp, près du Principiat, brûlait le seul feu de camp permanent. C'est là que se trouvaient le légat, les officiers et les scribes. Ils vérifiaient les rapports des éclaireurs et dressaient des cartes. C'est là que l'on décidait où l'armée se déplacerait le matin. La lumière du feu se reflétait sur les casques de bronze des tribuns. Et sur la table, des tablettes de cire couvertes de nouvelles lignes d'itinéraire. Tout ce qui pour le soldat était sueur et douleur, pour le commandement n'était que la géométrie de la guerre. À la périphérie du camp, dans les rangées de tentes, une autre vie commençait. Les soldats partageaient du pain, de la viande séchée, du fromage. Ils faisaient bouillir de l'eau avec du vinaigre, une boisson appelée posca. Elle étanchait la soif et aidait à désinfecter l'eau. Un moyen simple, mais indispensable. Ils nettoyaient leurs armes, graissaient leurs courroies, réparaient leurs chaussures. Même le repos était une obligation. Le légionnaire ne s'appartenait ni le jour, ni la nuit. Chaque tente, le contubernium, servait de foyer à 8 hommes. Ces groupes de 8 formaient la base de toute l'armée. Ils partageaient la nourriture, les outils, le fardeau. Et en cas de décès de l'un, sa place était rapidement occupée par un autre. Leur cohésion était frappante. Les historiens modernes comparent le contubernium à l'équipage d'un sous-marin, tant la dépendance mutuelle était étroite et absolue. Quand le camp se taisait, on entendait le bourdonnement de voix lointaines, les aboiements de chiens, le grincement des essieux de chariots. Parfois, les cris lointains des barbares dont l'écho se prolongeait à travers la plaine. Mais à l'intérieur du camp régnait la confiance. Les Romains croyaient, le fossé et le vallum n'étaient pas seulement un obstacle, mais une ligne magique entre le chaos et l'ordre. Au-delà, les barbares et l'obscurité. À l'intérieur, la loi et la discipline. Le légat faisait le tour du camp avant de dormir. Il était accompagné de licteurs, des gardes du corps avec des faisceaux de verges. Il n'apportait pas la peur, mais l'ordre. Si le légat trouvait une sentinelle endormie à son poste, celle-ci était exécutée sur le champ, sans mots, sans jugement. Polybe écrivait qu'une seule erreur pouvait coûter la vie à toute l'armée. Ainsi la peur se transformait en une volonté de faire. Mais il y avait d'autres peurs, intérieures. Le soldat pouvait craindre non pas l'ennemi, mais la marche du matin, la chaleur, la maladie, la perte d'amis. C'est pourquoi, avant de dormir, beaucoup posaient la main sur la terre, comme s'ils lui demandaient de la force. La terre était leur allié éternel et leur ennemi éternel. Parfois la nuit, l'alarme était donnée. La trompette déchirait le silence et le camp se levait d'un bond, comme s'il reprenait vie. Les soldats saisissaient leurs armes, s'alignaient le long du vallum, les torches s'allumaient sur le périmètre. L'ennemi pouvait ne pas être vu, fausse alerte, bruit d'animaux ou feu accidentel. Mais personne n'osait ne pas se lever. Cet ordre sauvait les légions. À l'aube, le camp reprenait vie. Au signal de la trompette, les vigiles rendaient leurs armes et la vérification matinale commençait. Les tentes étaient pliées, l'inventaire rangé, les traces nivelées. À midi, il ne restait rien du camp, sauf la terre brûlée et les lignes régulières des ornières. Là où la nuit se tenait une ville, il y avait de nouveau un désert. Et pourtant, chaque camp de ce type laissait une trace. Non seulement dans la terre, mais dans les hommes. Ils apprenaient à construire l'ordre à partir du chaos, à survivre au milieu de la fatigue et de la peur. Et quand, après des centaines de nuits pareilles, ils allaient au combat, l'ennemi ne se heurtait pas simplement à une armée, mais à une machine où chaque homme connaissait le prix de la pierre, de la terre et du temps. Mais comment les Romains transformaient-ils précisément cet ordre en armes? Et que se passait-il lorsque le camp devait être érigé sous la menace d'une attaque? C'est là que se révélait la véritable essence de leur génie. Quand de la fumée s'élevait à l'horizon, signe de la présence ennemie, le camp n'était plus construit dans le calme, mais au bord de la panique. Mais les Romains ne connaissaient pas ce mot. Tout se transformait en un ordre froid, poussé jusqu'à l'instinct. Chaque légionnaire savait, plus vite les murs s'élèvent, plus grandes sont les chances de survie. Ces soirs-là, le légat donnait l'ordre « castra munire suboste », ériger le camp sous l'ennemi. Ces mots signifiaient tout faire 2 fois plus vite, 2 fois plus précisément, 2 fois plus silencieusement. La marche se terminait au milieu des cris des corbeaux et du cliquetis du métal. La poussière s'élevait en colonne, tandis que les centurions traçaient les limites du futur camp. En premier lieu venaient les métatores, les arpenteurs. Leur tâche était de déterminer l'emplacement du praetorium, la tente du commandant, et de tracer les axes des rues. De là partaient les lignes, comme les vaisseaux sanguins d'un nouvel organisme. À ces endroits étaient plantés les étendards, afin que toute la légion voie, Rome était déjà là. Le terme que les Romains utilisaient pour toute cette procédure, munitio. Il signifiait à la fois fortification, construction et protection.
Il unissait le travail physique et l'idée d'inviolabilité. Munitio, c'est l'acte d'affirmer le pouvoir en tout point du monde, même si des ennemis entourent et que la forêt s'assombrit. Le camp devait être aussi régulier que sur le champ de Mars. Quand l'ennemi était proche, on ne creusait pas un seul fossé, mais deux. Entre eux, on dressait une palissade de pieux, liés par les sarments pour qu'ils ne vacillent pas. Chaque légionnaire portait ses pieux, 3 chacun, sur le dos, attachés par une sangle. De loin, la colonne romaine ressemblait à une forêt mouvante. César écrivait dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, « Les Romains surgissent de la terre plus vite que l'ombre d'une lance ». Pendant qu'une partie de l'armée érigeait les fortifications, l'autre occupait la ligne de défense extérieure. Les manipules de garde étaient à genoux, les boucliers dans la terre, les yeux fixés sur la plaine. Grâce à ce système de relève et de garde, le camp pouvait être construit même sous la menace d'une attaque. Chacun connaissait sa place dans le schéma, qu'on pouvait dessiner même les yeux fermés. À l'intérieur du vallum commençait la fièvre de l'organisation. Le centurion, avec son bâton de mesure, vérifiait la rectitude des rues. Les sapeurs creusaient des trous pour les poteaux des tentes, et les serviteurs des officiers, les calones, traînaient les chariots de provisions et de piquets. Tout se déroulait comme une horloge. Personne ne pouvait se permettre d'être en retard. On était battu à coups de baguette pour cela. La discipline dans le camp était plus sévère qu'au combat. Le légat se tenait généralement sur une élévation et observait le déroulement des travaux. Sa tente était érigée en dernier, quand tout le reste était prêt. Cette règle rappelait « Le commandant ne se repose que lorsque ses subordonnés sont protégés ». Même dans les conditions les plus critiques, elle n'était pas enfreinte. Quand la terre tremblait sous les pas de l'ennemi, les trompettes ne se taisaient pas. Au contraire, les sons s'intensifiaient, comme un défi. Les musiciens, les tubicines, donnaient les signaux de fin d'étape. Le fossé est prêt. Le vallum est monté, les portes sont installées. Chaque son signifiait que le camp vivait et que la peur reculait. Une attention particulière était accordée aux portes. Il y en avait 4, selon les points cardinaux. La principale, la Porta Praetoria, faisait face à l'ennemi. C'est par elle que la légion sortait à l'aube. L'opposé, la Porta Decumana, servait de sortie de secours et symbolisait le chemin du retour. Pour les Romains, même dans un camp de campagne, tout avait un sens. Chaque rue, chaque ombre. Quand les fortifications étaient achevées, on entendait de l'intérieur le bruit mesuré des marteaux. Des tours de bois étaient érigées pour les observateurs. Elles étaient construites sur un remblai pour voir plus loin. Les historiens ont trouvé des traces de ces tours, des restes de bois carbonisé, construits strictement aux angles du camp. Leur précision géométrique confirme « tout n'était pas fait à l'œil, mais selon une norme préalablement vérifiée ». Le soir, quand les trompettes annonçaient la fin des travaux, les soldats s'effondraient sur le sol, juste au pied du vallum, le visage couvert de poussière, les mains tremblantes de fatigue, mais les yeux brillants, parce que derrière un mur, l'obscurité et la mort, et derrière l'autre, l'ordre et Rome. Ce contraste était ressenti par chaque cellule du corps. Les ingénieurs militaires modernes comparent le camp romain à une base mobile du XXIe siècle, autonome, modulaire, standardisé. Seulement, au lieu de la technologie, des hommes. Chacun d'eux était une brique vivante de cette construction. Parfois, l'ennemi tentait d'attaquer pendant la construction. Alors, l'outil se transformait en arme, la pelle en épée. Mais même au combat, la formation ne s'effondrait pas. Les légionnaires se réorganisaient en ligne défensive, couvrant ceux qui continuaient à creuser. Ils se battaient non seulement pour leur vie, mais aussi pour la possibilité même de terminer le camp. Parce que sans lui, il n'y avait pas de lendemain. Et quand l'obscurité tombait, et que la dernière torche était plantée aux portes, le légat ne pouvait dire qu'une chose. Rome est debout. Ces mots n'avaient pas besoin de confirmation. Le camp lui-même en était la preuve. Mais le lendemain matin, quand les trompettes appelaient à la marche, cette ville disparaissait. Il ne restait que les empreintes de pas, un fossé carré et l'odeur des feux de camp. Et tout recommençait. Encore 40 kilomètres, encore une nuit, encore une ville de sueur et de terre. Pour comprendre comment de cette cyclicité infinie naissait une force capable de conquérir des continents, il faut voir le moment où le camp cessait d'être un simple abri et se transformait en arme. Quand l'ennemi s'approchait, le camp cessait d'être un simple gîte. Il se transformait en une forteresse vivante, aux dents acérées, respirantes, prête à frapper. Et c'était là tout le génie romain. Il ne construisait pas seulement un abri, il créait une machine stratégique. Le castrat devenait une arme, et cette arme agissait sans épée. Dans les premières minutes de l'alerte,
Les légionnaires se levaient sans ordre. Tout était préétabli, automatisé. Ils savaient où était leur section du mur, où commandait le centurion, où se trouvaient les réserves d'armes et d'eau. Psychologiquement, le camp était déjà leur corps. Ses limites étaient ressenties comme leur propre peau. Même les jeunes recrues, voyant les soldats expérimentés agir sans hésitation, entraient dans ce rythme. César écrivait « La rapidité d'érection des fortifications décidait de l'issue de la bataille plus souvent que l'acier. Quand les barbares tentaient d'attaquer les Romains au moment de l'établissement du camp, ils ne se heurtaient pas au chaos, mais au rythme. Les terrassiers se transformaient en anciers, les gardes en archers, les hommes du convoi en porteurs de pierres à lancer. Le camp se resserrait en testudo, une formation de combat où les boucliers s'emboîtaient au-dessus des têtes, formant une carapace de bronze. Testudo, mot latin pour tortue. Sous cette carapace, les soldats pouvaient se déplacer même sous une pluie de flèches, comme si la terre elle-même s'était levée pour les protéger. Et quand l'attaque s'estompait, en quelques minutes, le camp reprenait sa construction, comme si rien ne s'était passé. La discipline était si forte que le temps semblait obéir à la volonté. Les historiens ont trouvé des traces de bataille où le camp était érigé parallèlement au combat. Une partie de la légion tenait la défense, une autre continuait à creuser. Ce rythme, vie et guerre, travail et mort, se fondait en un seul souffle. Un rôle particulier dans ce processus appartenait aux centurions. Ces vétérans savaient qu'une seule erreur et la formation s'effondrerait. Ils marchaient le long de la ligne du vallum, surveillant chaque mouvement. Dans leurs mains se trouvait la vitis, la vigne, symbole de l'autorité. Mais il était rare d'avoir à frapper avec. Un simple regard suffisait. Leur présence rappelait aux soldats que l'ordre était sacré, et la panique, un crime. Chaque camp avait son rituel de protection. Des gardes supplémentaires étaient postés aux portes, les custodes portarum. Ils étaient responsables de s'assurer qu'en cas d'attaque, personne ne pénètre à l'intérieur sans ordre. Si l'ennemi franchissait la première ligne du fossé, les portes se refermaient, et le combat se déplaçait sur les remparts. Là se tenaient les balistes, des machines de jet romaines, capables de lancer des flèches de 2 mètres de long. Mais l'arme principale du camp n'était pas mécanique. C'était l'ordre. N'importe quelle armée du monde pouvait perdre sa formation lors d'une attaque nocturne. Les Romains, non. Ils agissaient selon un système de signaux préétablis. Le son de la trompette indiquait la direction, la lumière de la torche, l'action. Pas un cri, pas une confusion, tout par un signe. Les soldats disaient que le son de la trompette remplaçait la peur pour eux. Car si la trompette sonne, cela signifie que Rome est vivante. Et où qu'il se trouve, dans les montagnes d'Espagne, dans les sables de Syrie ou dans les marais de Germanie, ce son les unissait en un tout. Les archéologues ont trouvé un camp de l'époque d'Auguste en Germanie à un endroit où l'on s'attendait à une attaque des Chérusques. Les couches de terre montrent, le fossé avait été creusé 1 mètre plus profondément que d'habitude. La palissade, sur 2 rangs et entre les remparts, des empreintes régulières de torches. Tout cela témoigne d'une alerte nocturne, d'une tension. Mais il n'y a aucune trace de panique. Ni armes dispersées, ni murs brisés. Seulement l'ordre, comme si même la menace de mort n'avait pas rompu la formation. Après avoir repoussé l'attaque, tout reprenait son rythme habituel. Les soldats remontaient les tentes, réparaient les outils, mangeaient, dormaient. Ni héroïsme, ni grands mots, juste l'accomplissement du devoir. Ils ne construisaient pas le camp pour la gloire. Ils le faisaient pour la continuation de la marche. Ce rythme créait la force qui a conquis le monde. Quand l'armée de César traversait la Gaule, elle pouvait ériger un camp même sur le flanc d'une colline, même sous la pluie, même dans la neige. Les chercheurs modernes ont calculé. En 20 ans de campagne, de telles légions ont construit plus de 500 camps. Chacun selon le même plan, chacun comme une nouvelle empreinte du même Rome. Et si l'on y réfléchit, ce n'était pas seulement un exploit d'ingénierie, c'était une déclaration. L'ordre est plus fort que la peur. Le temps est l'allié de la discipline. Là où d'autres construisaient des temples, les Romains construisaient des camps. Pour eux, chaque vallum et chaque fossé était un acte de foi, en Rome, en la loi, en l'homme capable de créer l'ordre, même en enfer. Mais cet exploit avait un prix. Derrière lui se trouvait le sang, la fatigue et des kilomètres de chemin infini. Et quand tout était fini, quand le dernier camp était laissé derrière, commençait le moment pour lequel ces hommes avaient enduré, souffert et avancé. Le moment où ils comprenaient. Rome, ce ne sont pas des murs, pas de l'or, pas des empereurs. Rome, c'est leur sueur et la terre sous leurs pieds. Quand l'aube colorait le ciel au-dessus du camp, les trompettes retentissaient à nouveau. Ce son n'était pas seulement un signal, c'était une renaissance. Les soldats se levaient,
pliaient les tentes, nivelaient la terre. Tout ce qui la nuit semblait une ville disparaissait en quelques heures. Il semblait que le camp se dissolvait dans l'air du matin, ne laissant qu'une trace. Un rectangle parfait, une empreinte dans la terre. Les Romains ne laissaient rien de superflu. Même les cendres des feux de camp étaient enterrées, afin que l'ennemi ne puisse pas les utiliser pour la divination. Pour eux, le départ ne signifiait pas la fuite, mais l'achèvement d'un rituel. Quand le dernier pieu était arraché de la terre, la légion était déjà prête à se déplacer. Le chemin commençait par un nouveau signal de trompette, et la procession se transformait à nouveau en une rivière d'hommes, portant Rome plus loin. Le regard extérieur était frappant. Des milliers d'hommes se déplaçaient comme un mécanisme, pas un seul pas accidentel. Chacun savait où il allait, et pourquoi. Ce n'était pas une armée au sens habituel, c'était une civilisation en marche. Là où le pied du légionnaire posait, l'ordre commençait. Et si la nuit le camp était une forteresse, le matin, il devenait une promesse. La promesse que, où qu'il s'arrête demain, la terre reprendrait la forme de Rome. C'est en cela que résidait le secret de leur force, non pas dans le faire, mais dans la répétition. La conviction que n'importe quel endroit pouvait être transformé en foyer, pourvu que le rituel soit respecté. Ainsi Rome avançait, jour après jour, camp après camp. Et même quand l'Empire tombait, ce rythme résonnait encore longtemps au cœur de l'Europe. Dans les rues droites, dans les forteresses, dans les villes qui avaient grandi à l'emplacement de ces mêmes camps. Rome a disparu, mais ces camps n'ont jamais vraiment disparu.